Bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver pour le temps fort de la semaine au Sénat. Les questions au gouvernement, vous en connaissez le principe. Dans une heure, nous allons suivre et commenter cette séance d'interpellation, de questions au ministre. Mais cette semaine, c'est aussi la semaine où de nombreux maires sont à Paris à l'occasion du congrès des maires. Et d'ailleurs, le président de la République va cet après-midi à leur rencontre, édition donc spéciale avec nos journalistes, avec Audrey Vettaz, depuis le Salon des maires. Audrey, car Emmanuel Macron doit y passer l'après-midi. Oui, le chef de l'État qui a prévu de passer 4 heures ici dans le salon des exposants, mais il n'ira pas au congrès politique qui est pourtant dans le hall voisin. Et ça, vous l'imaginez, Tam, ça énerve certains maires. Et on va en parler bien sûr dans cette émission. À tout à l'heure, Audrey. Également avec nous, Quentin Calmet qui se trouve cette semaine salle des conférences pour les réactions des sénateurs et des ministres. Quentin. Oui, bonjour Tam, bonjour à tous. Et on va voir aussi beaucoup de maires ici en salle des conférences au Sénat car ils viennent visiter la chambre haute du Parlement cette semaine. Et on posera bien sûr des questions à mes invités sur ce congrès. On fera un petit pas de côté aussi pour évoquer le mondial de foot avec la ministre des Sports. Et oui, avec notamment le match de l'équipe de France d'hier soir. Et enfin, dans ce dispositif, Jérôme Rabier, cette semaine dans l'hémicycle du Sénat. Bonjour Jérôme, un aperçu des thèmes marquants de ces questions. Bonjour Tam, en cette semaine de congrès des maires de France, les sénateurs se mettent au diapason puisque la quasi-totalité des questions portent sur les collectivités locales et en particulier leurs finances. Merci Jérôme, on vous retrouve tout au long de cette émission. Les maires sont donc rassemblés toute cette semaine à Paris à l'occasion de leur congrès annuel. Leurs inquiétudes sont nombreuses, on va en parler dans cette émission. Mais d'abord, cet après-midi, Emmanuel Macron se rend donc au Salon des maires, au salon et pas au congrès, une distinction fine. Au programme, une déambulation au contact des maires, mais pas de discours porte de Versailles. Cécile Sixou. Une déambulation avec les 1200 exposants plutôt qu'un discours devant les maires. Dans les allées du salon hier, le choix d'Emmanuel Macron de ne pas se présenter devant les élus suscite l'incompréhension. Là, je trouve qu'à un moment, on avait été un petit peu mis en avant pendant la crise Covid. Et maintenant, je ne sais pas, peut-être qu'ils nous ignorent. Je trouve ça surprenant. Pas un bon signal, surtout au regard de ce qu'il a pu annoncer il y a quelques semaines, quelques mois, sur sa volonté d'avoir, on va dire, de nouvelles formes de relations avec les collectivités locales. Même étonnement pour le vice-président de l'AMF, André Léniel, pour qui un mauvais signal est envoyé à des élus qui ont pourtant besoin d'être écoutés. On n'a jamais connu une situation aussi difficile pour les collectivités territoriales dans notre pays et qu'il faut trouver des réponses. Et manifestement aujourd'hui, au moment où je m'exprime, peut-être que ça changera dans les jours à venir, le gouvernement n'a pas pris la mesure, il n'a pas compris l'enjeu. Du côté du gouvernement, on défend un contact plus direct avec les maires plutôt qu'un exercice formel. Il y a toujours eu, en fonction des années, une présence du président de la République qui est plus ou moins variable. Il vient à la rencontre des maires dans les allées du salon. Il a reçu les associations d'élus avant de lancer le CNR et il recevra des maires demain soir à l'Élysée pour prolonger le dialogue. Hier, Emmanuel Macron s'est en tout cas fait griller la politesse par son ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui a fait une apparition très remarquée au Congrès. Je suis maire. Je viens voir mes copains, je viens voir d'autres maires et je viens discuter de sujets de maire. Voilà. S'il assure ne venir qu'en tant que maire du Havre, l'ancien chef du gouvernement d'Emmanuel Macron semble plus préparer la suite, séduire des élus locaux en vue des sénatoriales. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Lavarde, sénatrice Les Républicains des Hauts-de-Seine. Bonjour Christine Lavarde, vice-présidente de la Commission des Finances à côté de vous. Franck Montaugé, bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste du Gers, vice-président de la Commission des Affaires économiques. Sur ce plateau également Emmanuel Capu, bonjour. Bonjour. Sénateur Les Indépendants de Maine-et-Loire, vice-président de la Commission des Finances. Et Jérôme Cordelier. Bonjour. Vous n'êtes pas sénateur, vous êtes rédacteur en chef du service France du Point. Merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer bien par parler de cette visite qui fait déjà beaucoup parler. Porte de Versailles, Christine Lavarde, qu'Emmanuel Macron ne fasse pas de grands discours cette année devant les maires. Est-ce que c'est normal ou est-ce que pour vous c'est regrettable? On a entendu un certain nombre de maires assez critiques. Enfin, que ce soit le président de la République qui s'exprime ou les ministres, moi je retiens quand même que il y a des annonces qu'on attend encore pour des sujets dont on est en train de discuter au PLF.
Donc il me semble qu'on ferait mieux d'avoir les décisions prises en amont, de manière à avoir, nous, la possibilité de pouvoir se renseigner, les questionner, plutôt que de découvrir, et je vise là notamment le fonctionnement du fonds vert, le nouveau fonds... Voilà, on nous a parlé d'un fonds vert autour de 2 milliards d'euros, et vous dites et ça ne suit pas au Parlement. Ah, mais je dis qu'en fait, la maquette de ce fonds, telle qu'elle a été présentée, elle est complètement vide. On a 3 actions, des idées de ce qui pourrait être financé. On n'a pas d'idée de quelle enveloppe financière va être dédiée à quelle politique. Et on nous a expliqué, lors de nos différentes auditions, que des annonces devraient être faites au moment du congrès des maires. Donc plus un problème de fond qu'un problème de forme. Si vous voulez bien, on va quand même en rester pour l'instant aussi à la forme. Emmanuel Capus, vous voyez quand même effectivement les réactions de certains maires que l'on a interrogés hier au Salon des maires, qui disent que changer ainsi cette tradition, ce moment un peu solennel où on a le président de la République qui vient s'exprimer devant tous les maires rassemblés en congrès, ça les gêne. Je crois que c'est une indignation un peu surjouée, à mon avis. La vérité, c'est que, très honnêtement, en tant qu'élu, on ne fait pas très bien la différence entre le salon et le congrès des maires, qui sont exactement au même endroit. Alors, la seule différence, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas de prise de parole. C'est pas exactement le même bâtiment. Il y en a un avec des exposants, un autre vraiment avec les maires, et notamment une grande salle, un grand auditorium. Donc, où généralement, le choix, manifestement, le président de la République s'exprime. Pas toujours. Non, pas toujours, c'est vrai. Il y a une année, c'est arrivé souvent, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est pas non plus une grand-messe qui est très agréable. Moi, j'y suis allé parfois. Honnêtement, on écoute le président de la République pendant 1 heure, faire une démonstration magistrale. C'est, à mon avis, plus intéressant d'être 4 heures dans les allées, à portée de baffe des maires. Ça me paraît être beaucoup plus constructif et utile aussi aux maires. Et c'est, en tous les cas, pas du tout un signe de défiance, au contraire. On a entendu beaucoup de maires effectivement déçus de l'absence de discours, mais ce n'est pas le cas de tous. Effectivement, je vais vous donner la parole, Franck Montaugé, mais écoutez la réaction par exemple du maire Christian Estrosi, numéro 2 d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Je le précise, évidemment. Du même parti. Il y a 10 000 méthodes. Chaque être humain a sa personnalité. Puis les agendas ne sont pas forcément les mêmes, mais demain soir, le président de la République reçoit les maires à l'Élysée. Voilà pour la défense. Franck Montaugé, une déambulation, puis la réception de 1000 maires à l'Élysée. Est-ce que c'est aussi une façon d'éviter cette réunion, une assemblée de sifflets? On a parfois entendu les maires qui pouvaient être assez durs avec les présidents de la République lors de ces discours. Moi, je pense que la parole de la nation portée au plus haut niveau de la République, par le président de la République, pour s'adresser aux soldats de la République que sont les élus locaux, c'est un moment extrêmement important. A fortiori, quand on sort d'une période extrêmement difficile, celle du Covid, où la République a pu compter sur l'ensemble des élus locaux. Ils ont joué un rôle absolument fondamental auprès de la population. Et quand on rentre dans une période, parce qu'on y est, je pense qu'on va en parler au cours de l'émission, extrêmement difficile, notamment en matière de gestion. Je pense qu'on parlera de la DGF, etc. On nous annonce des augmentations. En réalité, ce n'est pas des augmentations, c'est des diminutions à euro constant. Donc, les élus rentrent dans une période et sont dans une période, pour le prochain budget, d'ores et déjà, extrêmement compliquée. Je pense qu'il aurait été intéressant que le président de la République puisse leur délivrer sa parole, avec tout le respect que je dois pour Madame la Première ministre, Madame Borne, qui va s'exprimer, faire un discours jeudi, qui va s'exprimer devant les maires. Voilà. Et je suis d'un territoire très très rural, je termine là-dessus. Voilà, pour les maires qui font l'effort d'aller à Paris, au congrès des maires, rencontrer le président de la République, l'entendre sur les sujets qui les intéressent, c'est extrêmement important, parce que quelque part, ça participe aussi d'une forme de motivation. Et les élus sont humains, ils ont aussi besoin de motivation pour avancer dans leur mission, pas toujours facile. Jérôme Cordelier, quelle est l'histoire de la relation entre Emmanuel Macron et les maires? Hier, les maires ont déjà rappelé le passif qu'il y avait dans cette histoire commune et compliquée. Il y a eu, au début du précédent quinquennat, la suppression de la taxe d'habitation. Hier, on a beaucoup entendu parler aussi de la suppression d'un autre impôt, celle de la CVAE. On sent que c'est quand même une relation compliquée. Oui, non, mais c'est sûr que Emmanuel Macron a loupé le coche avec les maires, faut être clair. Donc, et depuis, il n'arrive pas à rattraper, même s'il essaye de faire des choses. Moi,
je suis assez d'accord avec le sénateur du Gers, c'est-à-dire que c'est un fait politique. Ce n'est pas anodin que le président de la République, la prise de parole du président de la République devant les maires était quand même un passage obligé jusqu'à présent, c'était attendu. La fois, je crois, c'était il y a 2 ans où il n'avait pas formulé... peut-être un peu même auparavant. Il n'était pas venu. Il n'était pas venu, il avait remplacé par cette réception à l'Élysée. Ce n'est pas un fait anodin. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant politiquement ? D'abord, c'est un peu curieux de la part d'Emmanuel Macron, qui est quand même très embêté avec son absence de majorité à l'Assemblée nationale et qui est en train d'essayer de trouver des coalitions, d'essayer de se rapprocher de LR quand même, mine de rien, comme nous le disions dans le point de la semaine dernière. Donc c'est un peu tactiquement, c'est un petit peu curieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord, à mon sens, la lecture. C'est quoi ? C'est que d'abord, on voit bien que Emmanuel Macron est de plus en plus à l'aise sur la scène internationale. Il se déploie sur la scène internationale. Il est un peu victime du syndrome de beaucoup de présidents, c'est-à-dire que comme il est bien reçu par les chefs d'État, j'étais avec lui à Rome, par exemple, où il arrive au congrès de Sant'Egidio. Il est salué par une standing ovation pendant un quart d'heure, montre en main, par tous les participants. C'est mieux que d'aller dans un déplacement français. Il n'y a pas envie d'avoir droit au sifflet des maires. C'est peut-être ce qui va se prendre dans cette déambulation. Ça veut dire qu'il se déploie sur la scène internationale et qu'il laisse l'intérieur quand même de plus en plus à Elisabeth Borne. Ça, je pense que c'est une des lectures de ce qui se passe. Et l'autre lecture, à mon sens, c'est que Emmanuel Macron cherche à contourner, depuis longtemps d'ailleurs, les associations d'élus qu'il trouve trop revendicatives, trop idéologisées, entre guillemets, même si David Lisnard a quand même mis beaucoup d'eau dans son vin depuis qu'il est à la tête de l'AMF et ne porte moins une parole politique que précédemment. Que François Baroin ou même lui, David Lisnard, au début, quand il est arrivé à la tête de l'AMF, il avait une parole assez vive, assez vigoureuse. Donc là, mais surtout, c'est que je pense que l'exécutif en a assez un peu des associations d'élus qui, de temps en temps, se comportent un peu de manière corporatiste et surtout de manière très plaintive à un moment où le pays est embarqué quand même dans un contexte très, très difficile. Donc les revendications des élus et des collectivités, pardon de le dire sur cette chaîne, mais à l'exécutif, ça passe de moins en moins. Et même en France, je pense que ça passe de moins en moins. Aussi peut-être parce que l'AMF, aujourd'hui, la présidence et la vice-présidence, c'est un LR et un socialiste. Donc ce sont 2 élus de l'opposition. Et jusque-là, avant Emmanuel Macron, il y avait toujours au moins un des élus du côté du gouvernement. Nous allons rejoindre à présent notre journaliste Audrey Vuettaz en direct du Congrès des maires. On en parlait à l'instant. Audrey, Emmanuel Macron est attendu cet après-midi pour une déambulation de plusieurs heures, 4 heures. Il est attendu de pied ferme par les maires. À quoi doit-on s'attendre cet après-midi ? Oui, alors Tam, pour l'instant, le président n'est pas encore arrivé. Seuls les ministres sont arrivés. 4 heures de visite sont prévues, vous l'avez dit, au salon des exposants. L'objectif, c'est d'avoir le plus d'échanges possible avec les maires, d'avoir des remontées de terrain. C'est ce qu'on nous dit dans l'entourage du président. Alors, 3 arrêts officiels sont prévus. Le premier sur le stand du ministère de l'Intérieur, où un maire victime d'agression devrait témoigner et parler avec le président de la République. Il sera aussi question de cyber et de développement durable. Le président qui sera accompagné tout au long de cette visite par David Lisnard, le président de l'Association des maires de France. Vous l'avez dit aussi, il n'y aura pas de prise de parole officielle ici. En revanche, il y aura un discours ce soir, mais ce sera à 20h à l'Élysée devant une série de maires triés sur le volet. Merci beaucoup Audrey. On vous retrouve tout au long de cette émission. Alors la première source d'inquiétude des maires que l'on entend, c'est celle de l'explosion des coûts de l'énergie, son impact sur la gestion du budget des mairies. À ce propos, on écoute le témoignage d'un maire rencontré hier par Jonathan Dupriez et Quentin Calmet, Olivier Peverelli. Il est maire socialiste du Teil en Ardèche. Écoutez. Quand on a des prix d'énergie, de contrat qui passent de 12 000 euros à 120 000 euros sur un gymnase, comment on fait ? Du coup, ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'on a besoin, pour le coup, là, d'une aide forte parce qu'en plus, nous avons quasiment perdu notre autonomie fiscale. Donc, nous sommes dépendants du coup du gouvernement.
Voilà pour l'inquiétude de ce maire, ce témoignage. Franck Montaugé, quelle est, vous, la situation sur votre territoire? Est-ce que vous entendez beaucoup ce type de témoignage de la part des élus locaux? Oui, bien entendu. Il y avait pas mal de communes dans mon département qui étaient passées aux tarifs de marché, aux propositions de marché, donc qui étaient sorties des tarifs réglementés. Une explosion, donc. Voilà, qui souhaitent évidemment y revenir aux tarifs réglementés, donc qui travaillent beaucoup avec le syndicat d'énergie du Gers, qui essaie de renégocier donc ces contrats, de les faire réintégrer les tarifs réglementés, donc qui utilisent ce que permet la loi en la matière pour y parvenir. Mais c'est très très compliqué et ça affecte évidemment très négativement le budget en dépenses. Et les budgets et les investissements. Et les investissements. Un budget, c'est des recettes moins des dépenses. Donc c'est ce qu'on appelle l'épargne de gestion. L'épargne de gestion, elle est très très affectée par ce fait-là, par l'augmentation des coûts de l'énergie, et elle l'est aussi, j'espère qu'on y reviendra, par rapport à l'inflation. Il va falloir dans ce pays, quand on parle de collectivité au sens large, s'habituer à parler d'euros constants, c'est-à-dire d'euros corrigés de l'inflation, intégrant l'inflation. Quand on est à des niveaux d'inflation supérieurs à 5%, comme ça nous est annoncé, tous les ans. L'exécutif parle de 4,3% sur cette année, mais pour les collectivités, ce serait plutôt 7, 8%, nous dit-on. Voilà, c'est gigantesque. C'est gigantesque. À l'échelle d'un mandat, ou même de quelques années, d'un mandat, c'est gigantesque en termes de pouvoir, de perte de pouvoir d'intervention en investissement et en réponse de services publics aux attentes des administrés. Il y a des services qui sont en place et il faut continuer à les faire fonctionner parce qu'il y a des usagers qui sont, qui doivent être servis. C'est vraiment la quadrature du cercle. Ça va devenir la quadrature du cercle pour beaucoup d'élus. Vous partagez ce point de vue, Christine Lavarde, Emmanuel Capus. Il y a des sacrifices que les élus locaux de vos territoires doivent déjà aujourd'hui faire pour faire face à l'inflation, à l'explosion des coûts de l'énergie. Alors moi, ma situation est très différente puisque j'ai très peu de communes qui sont éligibles aux tarifs réglementés. J'en vois qu'une seule qui pourrait y avoir le droit. Et en fait, le dispositif de soutien aux collectivités qui a été fait en 2022, par le simple fait de faire figurer un critère de richesse, excluer la plupart des communes de mon département de ces dispositifs de soutien. Je veux bien, on les exclut, mais dans le même temps, on ne tient pas compte qu'elles ont une section de fonctionnement extrêmement contrainte puisqu'elles participent énormément au mécanisme de péréquation. Donc elles se trouvent... Elles sont exclues des dispositifs de soutien car considérées comme riches. Je vous interromps car nous voyons arriver le président de la République, Emmanuel Macron, qui fait donc son arrivée au Salon des maires. On le voit saluer le président de l'AMF, David Lisnard, maire de Cannes. On voit à côté également les ministres, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, Christophe Béchu, encore Caroline Cayeux, qui sont tous rassemblés donc au Salon des maires, porte de Versailles. Il s'agit du bâtiment qui est juste à côté de celui du Congrès des maires. Le président de la République qui commence donc par bien serrer les mains de son gouvernement et qui doit ensuite passer quelques heures à ce salon. On nous dit 4 heures avec plusieurs arrêts programmés. Audrey Vuettaz vous en a parlé tout à l'heure. Bien sûr, on va suivre la visite du chef de l'État tout au long de cette émission. Emmanuel Capus, j'en reviens parce que certainement oui. Oui, je voulais bien finir parce que c'est quand même une grosse différence d'analyse entre la version initiale du gouvernement et ce qui va être proposé là au Sénat dans le cadre du filet de sécurité pour l'année 2023, où on tient compte que les communes, quelles qu'elles soient, le critère de richesse, il est déjà capté par la péréquation. Ensuite, les coûts de l'énergie, ils sont subis par tout le monde de la même manière et ils sont subis d'autant plus qu'on est une grande collectivité. Et donc, c'est pour ça que le bouclier, le filet de sécurité corrigé par le Sénat va exclure tous les paramètres d'entrée. On va venir tenir compte de la part prise par les dépenses d'énergie dans la croissance des recettes, de manière à laisser quand même aux collectivités un petit peu de capacité, parce que là, on ne parle que de l'énergie. Mais n'oublions pas que cette année, les communes vont prendre en effet année pleine la revalorisation du point d'indice de la fonction publique. Ce n'est pas neutre. Oui, bien sûr. On va aussi prendre l'inflation sur l'alimentation, et c'est bien pour ça que le panier du maire
l'inflation donc des communes est très substantiellement plus élevée que l'inflation INSEE. Voilà, que celui des citoyens. Vous avez parlé d'un certain nombre de ces dispositifs. Il y en a eu beaucoup, d'ailleurs on s'y perd un petit peu dans ces dispositifs d'aide. Le gouvernement a notamment prévu le bouclier tarifaire pour les petites communes, et vous l'avez dit, il y en a de nombreuses qui sont exclues. Il y a un amortisseur électricité, un filet de sécurité. Vous l'avez dit, il y a aussi un fonds vert qui est en cours de discussion et qui a été encore annoncé cette semaine. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Emmanuel Capu, il y a un certain nombre de dispositifs. Christine Lavarde vous dit, ils ne sont pas toujours bien pensés aujourd'hui pour aider correctement toutes les communes. D'abord, pour revenir sur les images qu'on est en train de voir de l'arrivée du président de la République, je crois que ça répond aux questions qui étaient posées tout à l'heure. Vous voyez la satisfaction du président de l'AMF de recevoir le président de la République. Parce que le président de la République ne va pas chaque année, en tous les cas François Hollande, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ne sont pas allés chaque année au congrès de l'AMF. Et deuxièmement, on voit bien, parce que j'entends parfaitement que c'est très important la parole présidentielle, et c'est extrêmement utile pour les maires, mais c'est aussi extrêmement utile d'avoir un président qui va à la rencontre des élus et qui écoute. Et c'est aussi un point qu'on lui a reproché, d'être parfois trop dans le discours et pas assez dans l'écoute. Là, il a décidé de faire 4 heures. Je pense que s'il dit qu'il fait 4 heures, à mon avis, il va y passer au moins 4 heures, le connaissant un petit peu. Donc, il va être à l'écoute, il va aller au contact, et ça me paraît aussi utile. Deuxième chose, pour répondre à la question que vous avez posée aux deux autres, à mes collègues, évidemment, les difficultés qui sont remontées du terrain, elles sont les mêmes dans tous les départements, et tous les sénateurs que vous trouverez vous diront on a effectivement des difficultés liées à l'inflation, liées à l'augmentation des tarifs de l'énergie, et ça inquiète tout le monde. J'ai reçu avec Édouard Philippe et Christophe Béchu, notamment Christian Estrosi, évidemment, et puis tous les maires Horizon hier à Horizon. Évidemment, tous nous font remonter ces inquiétudes de terrain. Le gouvernement travaille là-dessus, fait un gros effort. Alors c'est toujours perfectible. C'est à ça qu'on travaille en ce moment avec Christine Lavarde et puis tous les collègues, mais particulièrement les membres de la Commission des Finances en séance sur le PLF pour améliorer les boucliers, les différents boucliers, les différents amortisseurs, les différents filets de sécurité qui sont mis en place et qui sont extrêmement solides, importants, qui ont d'ailleurs été partiellement salués par David Lisnard, parce qu'ils ont été mis en place en coordination avec les associations d'élus. Il a salué effectivement une plutôt bonne relation avec la Première ministre, avec Elisabeth Borne. Jérôme Cordelier, un mot quand même sur la situation de l'ensemble de ces territoires. Est-ce qu'il y a des services en danger pour les Français ? On parle de choses très concrètes, la cantine, la piscine, la crèche. Voilà, que les téléspectateurs sachent que quand on parle de collectivités qui ont ces difficultés de gestion, eh bien, ça impacte tout le monde. Bien sûr, il y a à la fois... Puis d'abord, il y a un décalage. Il y a les territoires ruraux, il y a les métropoles, il y a les villes moyennes, il y a les petites villes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir... on a fait récemment un article dans Le Point là-dessus, c'est l'attractivité des petites villes qui sont en... Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous à Auch, mais parce qu'on est un petit peu loin de Toulouse, mais on voit qu'il y a quand même des petites villes, je pense à l'île Jourdain, par exemple, qui est à la porte du Gers, à côté de Toulouse, qui sont de plus en plus attractives parce que les gens ont assez des métropoles, comme ils en ont eu assez de Paris, ils sont partis dans les métropoles, et maintenant... Notamment après le Covid, ça c'est sûr. Donc il y a des territoires différents. Surtout, il y a... moi, je vois à peu près modestement, pour circuler un petit peu, je vois 2 gros soucis. D'abord, les services publics de proximité, c'est-à-dire que dans un bourg, un village, une ville, une petite ville même, si la poste ferme par exemple, c'est beaucoup de services qui ferment. Et l'autre gros problème, et d'ailleurs nous en avions parlé récemment, nous avons fait un forum à Montpellier avec le vice-président en Occitanie, là, qui est le professeur urgentiste, tout d'un coup, son nom m'échappe, mais vous devez le connaître, c'est un collègue à vous. Boone, non ? Oui, voilà, c'est ça. C'est Boone, oui. Voilà, qui est très au fait de ça, c'est le problème des déserts médicaux. C'est-à-dire que là, vraiment, on est partout en France, ça devient vraiment un gros souci, d'autant qu'on ne développe pas la télémédecine qui permettrait, pour les cas bénins, d'être soignés à distance. Donc vraiment, les 2 gros problèmes, je vois les services publics de proximité et les déserts médicaux, avec évidemment l'emploi, le logement, etc. Mais ça qui sont des éléments plus communs à l'ensemble des Français. On va continuer à parler du budget. Et les transports, la mobilité. Oui, très rapidement. Juste un point pour dire que par rapport à la crise de l'énergie, ne pas oublier que le gouvernement est attendu, en tout cas moi j'attends que le gouvernement et le président de la République, dans le cadre des instances européennes, s'engagent à réformer
le marché européen de l'électricité. Oui. Voilà. C'est indispensable et ça aura et ça doit avoir des conséquences sur le coût de l'énergie au niveau du territoire national. C'est fondamental. Je voudrais qu'on continue à parler un petit peu du budget parce qu'il y a un autre sujet qui concerne fortement les collectivités, c'est que la majorité fait valoir un effort inédit sur la dotation globale de fonctionnement, la fameuse DGF, 320 millions d'euros. On va écouter à ce propos David Lisnard et Caroline Cayeux qui ont eu des échanges assez peu amènes sur ce sujet lundi et mardi sur nos antennes. Écoutez, et puis on commente. Le dispositif qui a été annoncé récemment sur l'amortisseur énergétique avec 2,5 milliards, c'est un bon dispositif qui reprend les positions de l'AMF, qui a été la seule association d'élus qui a tenu bon là-dessus sur l'universalité des aides. En revanche, sur l'histoire de la DGF, vous me permettrez de dire que c'est un peu de l'esbrouf communicationnel. C'est un peu indécent parce que quelque part, au premier quinquennat, la DGF n'avait pas bougé et le gouvernement précédent, elle avait été baissée d'au moins 11 milliards d'euros. Je ne reviens pas sur cette période. Néanmoins, aujourd'hui, c'est un plus, ce qui veut dire que toutes les communes pourront être équilibrées ou augmentées. Et sur ce sujet, ça fait déjà réagir sur ce plateau, mais on va aller voir Quentin Calmet qui se trouve avec Didier Rambaud, un sénateur Renaissance, je le précise, qui va donc commenter cette séquence. On dit que l'on voit toujours Emmanuel Macron qui se trouve au salon des maires Porte de Versailles, qu'on va suivre tout au long de cette émission. C'est à vous, Quentin. Oui. On était au salon d'agriculture, au salon des maires hier, c'est au même endroit, mais c'était bien le congrès des maires hier. La principale inquiétude, c'est sur le fait de pouvoir boucler les budgets. Là, le gouvernement se défend en disant plus 320 millions d'euros de DGF. L'AMF qui dit c'est de l'esbrouf. Qui est-ce qui a raison dans ce débat ? Écoutez, on va peut-être un peu comparer. Je trouve ça un peu fort de café, permettez-moi l'expression, que l'AMF se permette de dire que c'est de l'esbrouf. Peut-être rappeler que sur le quinquennat Sarkozy et sur le quinquennat Hollande, si on rajoute, c'est presque peut-être 14 milliards d'euros qui ont été amputés aux collectivités locales. Sous le quinquennat précédent, celui d'Emmanuel Macron, la dotation a été stabilisée. Et pour ce budget 2023, pour la première fois depuis 13 ans, l'enveloppe DGF va augmenter de 320 millions d'euros. Mais est-ce que, en fait, ce que critique pas l'AMF, c'est le fait qu'on ne colle pas à l'inflation, tout simplement ? Il y a peut-être aussi un peu de responsabilité. Effectivement, l'inflation est importante. Bon, il y a aussi d'autres mesures qu'on peut compléter. Le filet de sécurité, le bouclier tarifaire, l'amortisseur. Le gouvernement doit bouger en séance sur ce budget des collectivités qui sera examiné la semaine prochaine ? Prendre un peu de recul. Il me semble que déjà depuis quelques semaines, c'est le cas. Je rappelle, l'augmentation de la DGF, les boucliers dont je viens de parler, le filet de sécurité, on en est depuis le mois de juillet pratiquement à plus de 2,5 milliards pour pouvoir justement permettre d'accompagner les collectivités locales. Mais écoutez, s'il y a encore la possibilité de bouger, pourquoi pas ? Monsieur Rambaud, il y a aussi quelque chose qui inquiète les élus, c'est la suppression de la CVAE, c'est un impôt de production et qui intervient après déjà la suppression de la taxe d'habitation. Ils disent, ces édiles, qu'il ne leur reste plus aucun levier, mis à part la taxe foncière. Vous comprenez que ça aussi, ça puisse inquiéter d'avoir comme ça ces ressources en moins pour le budget ? Je ne veux pas être langue de bois. Je reconnais qu'il y a peut-être un tournant aujourd'hui dans la relation entre l'État et les collectivités locales. Dans le mauvais sens, ce tournant ? Il y a plutôt une relation, je dirais, de dépendance qui a été créée effectivement entre l'État et les collectivités locales. Avec cette valeur ajoutée. Mais voilà, néanmoins, je rappelle quand même c'est un engagement d'Emmanuel Macron, qui est quand même aussi de rendre nos entreprises beaucoup plus compétitives. C'est une particularité, hélas, française d'avoir des impôts de production qui pénalisent nos entreprises par rapport à l'Allemagne. Donc il y a un engagement qui a été pris, maintenant il faut le respecter. Sachant que, bien évidemment, cette réduction, cette suppression de la CVAE sera compensée par des versements de TVA. Plutôt une recette dynamique. Justement, à propos de la suppression de la CVAE, elle a été retoquée. On a supprimé la suppression en séance cette semaine. Comment vous avez vécu cet épisode, cette coalition de la gauche et du centre pour faire battre le gouvernement ? Écoutez, hélas, malheureusement, c'est plutôt la question, il faut la poser à la droite sénatoriale, les LR qui sont peut-être pris un peu les pieds dans le tapis. Pour eux, le en même temps n'a pas très bien réussi. J'ai une dernière question. Là, on voit des images du président de la République qui arrive donc au salon, c'est-à-dire la partie où il y a les exposants, la partie où il y a les partenaires comme ça, où les maires peuvent faire aussi leurs emplettes, acheter comme cela des bancs publics, etc. Il n'ira pas au congrès, là où se tiennent les tables rondes, là où se tiennent les prises de parole solennelles. Comment vous vivez ce symbole, cet acte politique ? Je trouve que c'est une originalité et c'est très bien.
justement dans le salon, il va pouvoir échanger directement avec les acteurs des collectivités locales, avec de nombreux élus, alors que dans un congrès, vous savez très bien, vous êtes à une tribune, devant une assemblée, vous n'avez pas forcément cette possibilité d'échange. Là, cet après-midi, il aura l'occasion de le faire davantage que les années précédentes. Eh bien, merci Didier Rambaud. On va suivre bien sûr ce déplacement qui sort cet après-midi. Merci à vous. Merci beaucoup Quentin. Effectivement, nous sommes toujours en direct du congrès qui se tient porte de Versailles et où se trouve le président de la République. Là, pour l'instant, on voit déjà pas mal de monde, bien sûr, qui se presse autour d'Emmanuel Macron. En revenir quand même à ce sujet, Christine Lavarde, la majoration de 320 millions d'euros de la dotation globale de fonctionnement de la fameuse DGF, l'exécutif qui fait valoir un effort qui n'avait jamais été consenti jusque-là, ça vous fait sourire? Alors, ça me fait sourire. Déjà parce qu'un certain nombre de communes en France n'ont plus de DGF depuis le quinquennat Hollande. Donc je le martèle, mais ça veut dire que ces communes accomplissent pour le compte de l'État des missions régaliennes gratuitement. Les cartes d'identité, l'enregistrement des PACS quand les villes accueillaient l'ancien tribunal d'instance. Attention, ce n'est pas, je le précise, David Lisnard le disait, c'est un dû, ce n'est pas un don. Il y a des missions en échange desquelles on a la DGF. Oui, et donc c'est ce que je vous dis. Ces communes-là, elles font ça gratuitement. Donc autant dire qu'on a quand même des collectivités en France qui ont une efficacité de la dépense publique infinie. Enfin, il faut quand même le reconnaître. Donc celles-là, quoi qu'on fasse, il ne se passe rien pour elles. Et elles subissent dans le même temps les hausses de l'énergie comme les autres. Exactement comme les autres. Ça, c'est ma première remarque. Pour les autres, il y a l'augmentation. La seconde, pourquoi est-ce que le gouvernement est venu augmenter ? C'est parce que le gouvernement avait dit, comme c'est déjà le cas depuis plusieurs années, je veux augmenter la DSU, je veux augmenter la DSR, qui sont des enveloppes à l'intérieur de la grosse masse dotation globale de fonctionnement, dans laquelle on a l'enveloppe forfaitaire, touchée par toutes les communes, et ensuite les enveloppes techniques. C'est un gâteau d'une taille. Si on augmente la part de la DSU, si on augmente la part de la DSR, la part qui reste pour le reste, et notamment pour la DGF fonctionnement, est automatiquement réduite. Donc, on ciblait quelques communes DSU, communes DSR, au détriment de toutes les autres qui ne sont pas éligibles à ces dispositifs. Donc, ce qui revenait à dire que des communes allaient encore voir cette année leur DGF diminuer. Pas celles qui sont à zéro, elles n'ont aucun espoir. Elles n'en ont pas. Les autres. Donc, pour éviter une fronde, on est venu remettre des crédits. C'est uniquement ça. Donc c'est uniquement pour éviter une fronde, Franck Montaugé ? Moi, je voudrais dire simplement 320 millions d'euros de plus à la DGF. La DGF, c'est 27 milliards. Je pense qu'il faut avoir ce chiffre. Ce n'est pas grand-chose, 320 millions par rapport à 27 milliards. Sur la base d'une hypothèse réaliste, hélas, de 7% d'inflation, on parlait du panier du maire tout à l'heure, on sera autour de ce chiffre-là, il aurait fallu 1,250 milliard d'euros supplémentaires pour maintenir le pouvoir d'intervention de la DGF. On va la dire comme ça. Voilà. 320 millions, c'est 4 fois moins que ce qu'il aurait fallu. Voilà. Ça va se retrouver dans l'action. Voilà. Les maires ne pourront pas mener leur action. En matière de services publics, vous parliez des crèches, de l'accompagnement à domicile, etc. Ils ne pourront pas mener cette action et ils ne pourront pas investir souvent pour du développement économique, du développement de leur territoire, à cause de ces manques, quoi. Voilà, le manque, il est de l'ordre de 1 milliard. Sur ce sujet, exclusivement. On pourrait en trouver d'autres où il manque aussi, parce qu'on n'a pas tenu compte de l'inflation à venir. Donc ça fait tout de suite beaucoup, et dans un contexte qui va se durcir. On a connu la période post-2008, oui, on parle la crise financière de François Hollande, ouais. du redressement des comptes publics, etc. Là, on rentre dans une période non dite, notamment au plus haut niveau, de redressement des comptes publics. Parce qu'ils sont dans un état, les comptes publics, il faut le dire aussi, préoccupant. Votre réaction également, Emmanuel Capu. Le compte n'y est pas, nous dit Franck Montaugé. Je trouve que Franck Montaugé est mal placé pour dire que le compte n'y est pas. Sous François Hollande, c'était moins 11 milliards. Moi, j'étais adjoint aux finances de la ville d'Angers. Je peux vous dire que c'était en millions d'euros qu'on comptait. Christine était adjointe dans sa commune. Donc aujourd'hui, ça fait effectivement 13 ans qu'on n'avait pas augmenté la DGF. Moi, je serais très favorable, effectivement. Je trouverais ça génial qu'on puisse faire plus. Dans le contexte de dette de l'État qui est le nôtre, de déficit public, il est évident qu'on ne peut pas faire plus. Ça a un objectif, alors, qui n'est pas tout à fait... Je ne partage pas avec Christine Lavarde ce qu'elle dit sur l'objectif. L'objectif, de fait, en revanche, derrière, et c'est un peu ce qu'elle dit quand même, c'est qu'au moins, qu'aucun maire ne voit sa DGF baisser.
Donc les plus 320 millions d'euros, ça permet qu'aucun maire de France juste de compenser, ne voit une sa éventuelle DGF baisse. baisser. C'est pas contre l'inflation. Il y a d'autres. C'est pas il y a l'amortisseur, il y a le filet de sécurité, il y a le fonds vert. Ça, c'est plus d'argent. Pour la DGF, c'est 320 millions de plus. Ça va dans le bon sens. C'est pas une révolution. C'est bien. C'est mieux que rien. Et ça permet que personne ne voit sa DGF baisser. Jérôme Cordelier, qu'en pensez de ce grand sujet de tension que l'on sent entre l'État et les collectivités? Les collectivités ont l'impression d'avoir de moins en moins, de limite se faire parfois berner. Et puis l'État dit, lui, mais nous consentons à un effort important. Regardez les dispositifs d'aide ou encore, effectivement, la dotation globale de fonctionnement. Tout le monde a un peu raison, tout le monde a un petit peu tort. Oui, c'est ça un peu le problème. C'est-à-dire qu'en plus, les collectivités... Bon, il y a une musique quand même actuellement dans un cas où tout le monde se serre un peu la ceinture, il y a une musique qui est que on donne beaucoup aux collectivités. C'est-à-dire que les gens disent voilà, donc maintenant ça suffit un peu, quoi. C'est-à-dire aussi, on n'est pas, si vous voulez, il y a beaucoup aussi de collectivités, enfin pardon de le dire devant vous, mais qui sont aussi sous perfusion d'argent public, parce que souvent des collectivités se retrouvent à être des employeurs aussi, et donc on est obligé de leur donner de l'argent public parce que sinon il y a une partie de la population qui n'a pas d'emploi, donc c'est avec tout ce que ça peut générer. Ça, c'est une réalité qui existe et c'est pour ça que dans les revendications portées par les associations d'élus, il y a aussi cette donnée à prendre en considération qui fait que ça devient de moins en moins populaire, de toute façon en France, à réclamer sans arrêt de l'argent et des subventions publiques, alors que, comme vous l'avez dit, les déficits publics s'effondrent. Oui, le quoi qu'il en coûte, si vous voulez, c'est pas uniquement... un problème national, c'est aussi un problème, des problèmes locaux. Le Fonds monétaire international vient de le rappeler à la France quand même. Tiens à le dire, c'est pas anodin quand même. C'est pas la première fois qu'ils font des messages d'alerte et que personne n'en tient compte. Un dernier point là-dessus. On entendait le maire tout à l'heure parler d'autonomie financière. C'est un grand volet important aussi pour les collectivités. Et à ce propos, il y a un sujet sur lequel d'ailleurs vous aviez interrogé le gouvernement, Christine Lavarde, sur le fait que le gouvernement continue de vouloir imposer un système de contractualisation aux collectivités, un retour du pacte de Cahors. Là-dessus, Gérard Larcher, ce matin, s'est exprimé sur notre antenne. On l'écoute. Le pacte de Cahors, c'est ce qui encadrait et quelque part mettait un terme à toutes les libertés locales. Le second des sujets... Sur le premier quinquennat. Quand on demande un effort, d'être par exemple 0,5 en dessous de l'inflation aux collectivités territoriales et qu'on accorde à l'État plus 0,9, nous demandons que l'effort soit le même parce que nous sommes conscients qu'il faut réduire les déficits publics. Le Sénat attend de l'État un effort dans la réduction de ses dépenses publiques à la même hauteur que ce qu'on demande aux collectivités territoriales. Bon, Christine Lavarde, j'imagine que vous êtes d'accord, mais Emmanuel Capus, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut que l'État fasse exactement les mêmes efforts que ceux qui sont demandés aux collectivités, puisqu'on veut encadrer l'évolution des dépenses des collectivités? Dans l'absolu, ça serait formidable, mais compte tenu des différents budgets à créditer, c'est quand même très compliqué. En revanche, évidemment, je partage l'analyse du président Larcher. C'est le rôle du Sénat. Le rôle du Sénat, c'est de défendre les collectivités. Donc évidemment, on demande plus d'efforts à l'État, au gouvernement, et autant qu'aux collectivités territoriales que ceux que nous appliquons à nous. Et il y aura, à mon avis, on a eu ce débat pendant le débat sur la programmation de finances publiques. On va le réavoir. Moi, j'espère qu'on trouvera un accord entre le Sénat et le gouvernement pour, sur ce point-là, trouver un accord et sur la diminution également de notre trajectoire de déficit public, également un accord. J'ai l'impression qu'il y a une bonne volonté. En tous les cas, Gabriel Attal, qui est au banc tous les jours, manifeste une bonne volonté certaine pour arriver à un accord sur ce texte. Il y a une volonté de discuter. Après, la volonté n'est pas la même sur l'objectif à atteindre. Allez, on avance dans cette émission. Nous sommes à moins d'une demi-heure de la séance de questions au gouvernement. Presque 20 minutes. C'est l'heure de rejoindre tous nos journalistes qui sont sur place au Sénat et porte de Versailles. Mais c'est également l'heure de rejoindre notamment Jérôme Rabier qui se trouve dans l'hémicycle du Sénat. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui sont liées aujourd'hui à la situation des maires, Jérôme ?
Oui, les sénateurs, j'ai envie de dire, encore plus que d'habitude, vont se faire les relais des inquiétudes des élus locaux et des maires. En particulier, tous les groupes politiques, ou presque, poseront des questions à ce sujet. Les socialistes, notamment, veulent des réponses et c'est le président de leur groupe, Patrick Kanner, qui interrogera le gouvernement sur la suppression d'une taxe, la CVAE, dont vous avez parlé à l'instant en plateau. Elisabeth Borne devra donc en répondre devant la Chambre haute. Le groupe PS qui en remettra une couche, avec une deuxième question pour dénoncer la recentralisation, selon eux, en œuvre depuis 5 ans. Côté républicain aussi, on veut demander des comptes au gouvernement. Mathieu Darnaud demandera des explications sur le filet de sécurité financière pour les collectivités qui font face à des difficultés financières avec l'inflation, les coûts de l'énergie qui augmentent. Également, une question sur les collectivités et la COP27, posée évidemment par l'écologiste Ronan Dantec. Une autre sur le programme d'action Cœur de Ville sera posée par Frédéric Marchand du groupe Renaissance qui soutient le gouvernement. Et enfin, Véronique Guillotin pour le groupe RDSE interrogera le gouvernement sur l'insécurité qui frappe les élus et des agressions qui touchent notamment les maires. Le Sénat a voté la semaine dernière à l'unanimité une proposition de loi qui permet désormais aux associations d'élus, mais aussi au Sénat ou à l'Assemblée nationale, de se porter partie civile pour tout élu qui serait victime d'agression. Le gouvernement devra dire s'il soutient ce texte et quand il pourrait passer à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Jérôme. Et on va parler du sujet des violences dont les élus locaux sont victimes. On va rejoindre Quentin Calmet. Vous êtes avec Véronique Guillotin qui va d'ailleurs interpeller le gouvernement sur ce sujet lors de la séance de questions tout à l'heure. Oui, effectivement, Tam. On va évoquer aussi la proposition de loi qui a été adoptée la semaine dernière. Bonjour Véronique Guillotin. Bonjour. On voyait ces chiffres assez effrayants. Un maire sur 3 dit déjà avoir été victime de menaces ou d'injures. C'est un chiffre en nette augmentation selon le CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po. C'est ça le point de départ de votre question d'actualité aujourd'hui ? C'est exactement ça le point de départ. Et pour rajouter un petit chiffre, tout ce qui est en fait agression, démission également, c'est en lien avec le phénomène de démission des maires. Par exemple, en termes de démission des élus, on a 2 fois plus de démissions en 2020-2021, sur ce mandat, que tout le mandat dernier, donc que les 6 dernières années. Donc effectivement, on a un réel problème de sécurité des élus. Puis on voit bien dans toutes les études que ça augmente de manière importante. Exactement. Une augmentation de plus 11 points par rapport à 2020. Ouais. Comment expliquer cette évolution ? C'est la crise sanitaire aussi qui a crispé les populations ? Alors, je ne sais pas si c'est la crise sanitaire qui a crispé les populations. On sait bien que les maires sont quand même en première ligne. Comme le dit le président Larcher, ils sont à portée de baffe. Et puis effectivement, on est dans une situation difficile, une succession de crises. Et on voit bien que la société est quand même plus violente qu'auparavant. Donc dans ce contexte, votre groupe a porté une proposition de loi adoptée à l'unanimité. On l'a dit aussi, Jérôme l'a rappelé, soutenue par le gouvernement. Les associations d'élus vont pouvoir se porter partie civile et soutenir les maires. C'est ça l'idée, c'est de déporter sur des associations le fait de porter plainte et choses comme ça ? C'est ça, les associations et les assemblées d'élus vont pouvoir se porter civile. Le Sénat, l'Assemblée nationale. Voilà. Partie civile aux côtés donc de l'élu qui est victime d'agression, lui ou sa famille ou ses biens d'ailleurs. Qu'est-ce que ça change ? Ça change que ça donne plus de poids, ça accompagne l'élu dans la démarche. Et puis on a étendu quand même... parce que les élus disent souvent, lorsque je suis agressée, moi j'ai pris mes responsabilités, etc. Ce qui devient intolérable aujourd'hui, c'est en fait souvent l'agression vis-à-vis de ses propres biens, mais également l'extension quelquefois à la famille. Et ça devient insupportable. Dans ce contexte aussi, que dire de l'action du gouvernement ? On l'a rappelé, le gouvernement a soutenu cette proposition de loi qui a été adoptée à l'unanimité et qui part maintenant à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il en fait assez, le gouvernement ? Ce sera l'un d'ailleurs des premiers arrêts d'Emmanuel Macron qui vient d'arriver au Congrès des maires. Il va aller rencontrer un maire victime. Voilà. Et donc, il va en parler cet après-midi. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de l'exécutif ? L'idée de la question, déjà, c'est de refaire verbaliser, de s'assurer, bien évidemment, que le gouvernement soutient cette PPL. L'objectif étant qu'elle soit, entre guillemets, votée conforme dans les 2 assemblées pour qu'elle s'applique le plus rapidement possible. Et puis, également, poser au gouvernement, leur poser la question que la justice, en fait, agisse rapidement, efficacement et sans délai, parce qu'il est plus tolérable de laisser de tels agissements se poursuivre. Véronique Guillotin, il nous reste 30 secondes. Je voulais vous poser une question sur cette visite d'Emmanuel Macron qui a commencé il y a quelques minutes.
le président de la République qui ne se rendra pas au Congrès, c'est-à-dire là où il y a les prises de parole politiques. Il va se contenter d'une déambulation dans le salon, là où il y a les partenaires, les entreprises. C'est un symbole qui va dans quel sens, selon vous? Je ne sais pas dans quel sens ça va. En tout cas, je pense que la déambulation est en contact directement avec les élus n'est pas une mauvaise chose. Le discours, bien évidemment, les gens attendent des annonces, Oui. etc., les élus. Mais toutefois, de l'avoir à proximité, je pense que c'est aussi une bonne chose. Très bien. Eh bien, merci pour cette réaction. Merci. Au micro de Public Sénat, Véronique Guillotin. Très bien, merci. Merci beaucoup Quentin. Eric Montaugé, que pensez... Franck Montaugé, pardon. C'est mon frère. Vous ne le saviez pas, mais c'est mon Bah, vous voyez, dans mon erreur, j'avais presque raison. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette situation, de cette violence qu'il y a toujours à l'égard des élus? Et qu'est-ce que vous attendez comme réponse du gouvernement? Et est-ce que cette proposition de loi, elle suffit aujourd'hui? Alors écoutez, moi je pense que d'abord il ne faut pas généraliser le comportement des citoyens à partir de ces faits éminemment répréhensibles, qui sont inadmissibles. Mais je pense qu'il y a une question à se poser sur la relation citoyen-institution de la République française. Le système dans lequel on est, c'est typiquement vrai de la République, il fonctionne sur la base de la confiance. On appelle ça le principe fiduciaire, sur la confiance. Moi, je pense que la confiance, elle est ébranlée du fait des difficultés de la société, des gens dans leur vie au quotidien, etc., et puis des évolutions sociétales aussi, le numérique, etc. Bon, je ne développe pas. Elle est ébranlée, la confiance. À partir de là, voilà, le président de la République a initié une démarche dont j'ai peu apprécié d'ailleurs l'acronyme, parce qu'il renvoie à notre histoire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le CNR, le Conseil national de la refondation. S'il y a quelque chose à refonder, au plan politique, et profondément, c'est la relation entre le citoyen et les institutions. Les élus, les maires, les présidents, les conseillers départementaux, etc., étant des représentants sur le terrain des institutions. Donc voilà. Et moi, je pense qu'il faut poser ce débat en référence au principe des Lumières, avec un grand L, du XVIIIe siècle, actualisé au XXIe siècle. Voilà. Il faut repenser tout ça. C'est de la réflexion politique et philosophique presque. Je pense que c'est indispensable. Et ça concerne aussi les jeunes. Et ça concerne aussi éminemment les jeunes, notamment à travers les programmes et l'éducation qui leur est donnée. Vous faites le même diagnostic, Christine Lavarde. Finalement, le maire, c'est en tant que représentant des institutions aussi qu'il subit ces violences. Et donc, il y a vraiment un lien de confiance à retisser. Ah mais là, c'est pas souvent que je suis d'accord avec le Parti socialiste, mais je partage complètement l'analyse de Franck Montaugé. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on s'attaque aux maires? C'est dans un sentiment où, en fait, le climat est anxiogène. Et un certain nombre de Français ne savent pas comment ils vont finir leur fin de mois et autres. Et on peut pas, personne, on ne croise pas un ministre tous les jours. Le maire, l'adjoint, il est facile. On peut aller à la mairie, on le voit sur le marché. Et donc, en fait, on déverse toute son anxiété, toute sa rancœur sur la personne qu'on voit en face. Et le maire, en tant qu'il est dépositaire de l'autorité publique, devient le réceptacle de cette violence, entre guillemets, que les gens ont renfermée en eux. On le disait, ça va être le premier arrêt d'Emmanuel Macron. Il va être consacré à cette question de la violence à l'égard des élus, des agressions des élus. On va rejoindre notre journaliste Audrey Vuettaz sur place Porte de Versailles. Audrey, où en est le déplacement du président de la République ? Eh bien Tam, le président de la République avance très doucement. Le premier stand a à peine été atteint, mais le président a été interrompu à plusieurs reprises. Un fait marquant, c'est quand un élu lui a tendu un sac pour lui expliquer qu'il avait récolté 2600 gilets pare-balles dans la police municipale et qu'il allait les envoyer en Ukraine. Excellent, a répondu le chef de l'État. Et puis, nous avons posé la question aux élus ici dans les allées pour leur demander quelles questions ils aimeraient poser au président s'ils ont la chance de le croiser. Beaucoup ont des questions sur le pouvoir d'achat, ils demandent à être rassurés. C'est aussi des questions que se posent leurs administrés, nous ont-ils dit. Les questions d'énergie sont aussi au centre de leurs préoccupations. Alors, peut-être qu'ils auront la chance de les poser puisque le chef de l'État a prévu de passer encore 3h30 ici dans les allées du Salon.
Merci beaucoup Audrey. Emmanuel Macron qui recevra également 1000 maires ce soir à l'Élysée. Puis vous parliez de l'Ukraine. Hier d'ailleurs, il y a eu tout un hommage aux maires ukrainiens qui ont également été accueillis porte de Versailles. Toujours sur ce sujet des violences, des agressions d'élus. Emmanuel Capus, quel est votre diagnostic et qu'est-ce que vous attendez comme réponse de l'État aujourd'hui ? Je partage avec mes deux collègues le fait qu'il y a une crise de confiance vis-à-vis des institutions, de toutes les institutions. J'ai relevé 35 plaintes de pompiers agressés en Maine-et-Loire l'année dernière. Les médecins du SAMU sont agressés, la police évidemment est agressée, et les maires sont aussi agressés, parce qu'ils représentent les institutions, et c'est comme on l'aime le dire ici souvent, on est vraiment à portée de baffe. Donc il y a cette crise-là, et ça, je partage aussi le fait que c'est sans doute dès l'école qu'il y a ce respect des institutions et de l'autorité à recomprendre et à réinstiller. Parallèlement, il y a la proposition de loi, et dans les familles, tout à fait, il y a la proposition de loi qui a été adoptée à l'unanimité du Sénat, qui apporte des réponses très très simples, parce que de l'autre côté, il y a aussi le respect de l'autorité et la sanction pénale vis-à-vis des agressions, des atteintes. Et là, ce que nous avons rajouté, c'est effectivement des facilités pour que les associations d'élus puissent également se constituer partie civile, mais en plus, les atteintes, rajouter des infractions qui n'étaient pas visées, c'est-à-dire notamment les infractions aux biens. Quand un maire se fait brûler sa voiture, c'est éminemment désagréable, plus que cela même. Et quand nos conjoints, ils subissent déjà pas mal notre engagement politique. Si en plus, ils doivent subir des agressions, c'est arrivé, moi, en Maine-et-Loire, que le mari d'une maire du département soit obligé de recevoir à son domicile un cinglé qui se présente avec un marteau. Ce type de comportement doit être sanctionné fermement. Parce que sinon, derrière, on l'a vécu, je pense que dans tous les départements, c'est ça, beaucoup de villes où il y a une seule liste, voire des grandes difficultés pour en constituer une seule. Et donc, ça sera, et puis, ça a été dit, des démissions même en cours de mandat, parce que le statut de l'élu, qu'il faudra revoir aussi, je pense, est pas suffisamment attractif pour qu'on puisse supporter des agressions quotidiennes. Oui, c'était là-dessus que je voulais vous questionner, Jérôme Cordelier. C'est un sujet qu'on aborde chaque année à peu près d'élections municipales. Est-ce que la fonction de maire fait de moins en moins rêver, attire de moins en moins? C'est de plus en plus difficile d'exercer cette fonction aujourd'hui? Bien sûr, on voit la désertion. Évidemment, toutes ces violences sont préoccupantes. Et puis, c'est vrai que je suis d'accord avec vous, ça regroupe de toute façon une défiance, plus qu'une défiance, une crise de confiance dans les institutions. Mais au-delà de ça, le problème, c'est la relation avec l'autorité qui est de l'école jusqu'aux pompiers, jusqu'aux pères et mères de famille avec les enfants, les policiers. C'est le gros problème que Jean-Pierre Chevènement a essayé de mettre sur la table depuis des années et des années. Mais on est dans un problème qui est très important, qui est évidemment amplifié par les réseaux sociaux. Et ce qui est dommage, enfin ce qui est plus que dommage, ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que les maires qui sont les soldats de la République, donc ça pose un problème quand même de problème républicain et aussi un problème de crise démocratique dans la foulée, puisque de moins en moins de gens voudront se présenter aux élections. Et donc c'est un souci. Enfin, j'entendais votre journaliste qui disait un élu sur 3 a déjà été agressé. C'est un chiffre terrible quand même. Oui, 63% ont déjà reçu aussi des incivilités, notamment des impolitesses, des incivilités, et puis menaces verbales ou écrites, 38% sont là. Les chiffres du FIPOP, c'est vraiment en très grande augmentation. Puis dans une ville conséquente, ça va, mais dans une toute petite ville, par exemple, j'ai eu Nathalie Delattre là, qui a porté la proposition. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, et elle me racontait quand même que, par exemple, dans un village, quelqu'un qui est poursuivi, c'est ce que vous disiez, qui est harcelé jusque chez lui parce que il a vu des dealers à la sortie d'une école et il essaye de faire le ménage et il est harcelé jusque chez lui. Sa famille est menacée. Ça pose quand même un grave problème et on devrait s'en emparer tous collectivement de manière plus forte, je pense. Franck Montaugé ? Juste rajouter un point qui peut paraître presque anecdotique par rapport aux choses qu'on vient d'exprimer. Je pense qu'il faut arrêter de dire les élus ou le maire à portée de baffe. Les mots ne sont jamais neutres. Et on le dit un peu en souriant, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de dire ça. Voilà. Ça a l'air pas... Voilà. Moi, je pense qu'il faut arrêter de dire ça. Parce que la réalité, ce qu'on sait...
est très grave. Et grave, quoi. Voilà. Et certains maires nous disaient aussi qu'ils ont le sentiment d'être de plus en plus aussi éloignés des lieux de décision, de décider de moins en moins, mais d'être responsables de tout. Donc il y a en plus cette impuissance qui vient encore renforcer cette difficulté avec les administrés. Les administrés ne sont pas forcément au courant de toutes les arcanes de répartition des pouvoirs, des procédures, etc. Ils ont un interlocuteur, c'est leur maire. C'est le plus proche, c'est celui C'est le qu'on plus vient proche engueuler. et c'est lui qui est là pour résoudre éventuellement le problème auquel on est confronté. À partir de là, le maire, il est dans une complexité extraordinaire. Quoi. Voilà, et c'est le seul qu'ils connaissent. Donc voilà, ils surinvestissent quelque part dans ses capacités à résoudre absolument l'ensemble des problèmes. Ne peut pas tout. Donc c'est compliqué. Il a des moyens réduits, le maire d'une petite commune. Voilà, alors après, il a ses réseaux. Et nous, en tant que sénateurs, on est aussi là pour essayer de les accompagner, mais c'est extrêmement compliqué. Bon, restez avec nous, on continue à suivre la visite d'Emmanuel Macron, qui se trouve toujours ici au Salon des maires. Voilà, vous voyez le président de la République. Et puis, on va également rejoindre maintenant Quentin Calmet. On va faire un petit pas de côté, parce qu'on a beaucoup parlé du congrès des maires, mais pour parler d'un tout autre sujet, pour parler de la Coupe du Monde qui se déroule actuellement au Qatar, après la victoire hier de l'équipe de France face à l'Australie, Quentin. Oui, tout à fait. Un petit pas de côté dans cette actualité consacrée au Congrès des maires, puisque tous les membres du gouvernement ne sont pas avec le chef de l'État. Certains sont venus aux questions d'actualité. À votre image, Amélie Oudéa-Castéra, bonjour. Bonjour. Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Un mot, d'abord une réaction sur ce score 4-1, une belle rentrée en matière pour les Français. Belle victoire contre l'Australie. Une équipe très engagée, souriante, qui a eu beaucoup de réussite, marqué ses 4 buts. Ça crée un capital confiance pour entamer cette compétition qui est vraiment très bien. Une réaction sur les audiences. Vous les avez sans doute vues. 12 532 000 téléspectateurs, record d'audience pour l'année pour TF1, 48% de part d'audience. Finalement, le boycott n'a pas eu d'effet. Les Français regardent la coupe. Oui, je crois que le sport donne du bonheur aux gens. Ils ont besoin, les Français, de ces moments de partage. Oui. Et vous attendiez à de tels scores d'audience ? Je n'avais pas fait de pronostic en la matière. Je pense que l'équipe a été très belle, très flamboyante et que si le sport peut donner ces moments de gaieté, de partage, il ne faut pas s'en priver. Je voulais vous montrer une photo, ça vient d'avoir lieu, c'est l'équipe de foot d'Allemagne, juste avant son match avec le Japon. On voit les joueurs qui, sur la photo d'avant-match, ont mis leurs mains sur leur visage, une façon de se bâillonner le visage comme cela. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette prise de position des joueurs allemands ? Écoutez, je crois que la décision prise par la FIFA d'interdire ce brassard One Love n'a pas fini de faire couler de l'encre. Vous la regrettez ? Est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait un espace de pleine liberté ? La réponse est clairement oui. Est-ce qu'il reste des espaces de liberté où notre équipe de France peut continuer à exprimer son engagement en faveur des droits humains ? La réponse est oui. Les Allemands le montrent. Je pense que tout ça va continuer à battre son plein. Oui, vous leur tendez une petite perche. Est-ce qu'il faut qu'ils puissent Je pense que notre équipe de France a exprimé son engagement en faveur des droits humains, de la transition écologique à travers la lettre qu'ils ont écrite. Et ce geste important, cet engagement qu'ils ont pris de mobiliser le Fonds Génération 2018 pour venir au soutien des ONG en charge de cette protection. C'est très important. Maintenant, il y a encore des semaines devant nous dans lesquelles ils pourront être libres de s'exprimer, d'utiliser ces espaces de liberté pour porter leur message. Ils ont ces valeurs eux aussi. Ils appartiennent à un pays qui les porte haut et c'est important qu'ils en soient les représentants. Et aussi une preuve que le sport peut être politique ? Écoutez, le sport est au cœur de la société. Vous pouvez le dire, le sport peut être politique ? Le sport est au cœur de la vie de la cité. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le sport soit l'objet de récupération et de polémiques politiciennes inutiles. Merci Amélie Oudéa-Castéra pour cette réaction au micro Public Sénat. On suivra bien entendu l'actualité de la Coupe du Monde, surtout lorsqu'il y a comme cela effectivement des prises de position de la part des joueurs. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Quentin.